Journée mondiale de la poste ce 9 octobre. À l'ère du tout numérique au Togo, on s'active à mettre le secteur au diapason de l'évolution, en adéquation d'ailleurs avec le thème de l'année, les 3 I. À découvrir tout de suite dans ce journal. Le volontariat français est également à l'honneur ce vendredi et pour corroborer la lutte de l'heure, c'est l'engagement des volontaires face au changement climatique qui est retenu. Et puis vous avez été candidat à la phase théorique de l'examen pour l'obtention du permis de conduire. Nouvelle version au Togo. Et bien depuis cet après-midi, vous pourrez consulter la liste des admis pour la phase pratique. Les noms sont à consulter à la direction du transport routier et ferroviaire. Voilà pour les titres de ce journal. À toutes et à tous, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Le secteur de la poste, je vous le disais dans les titres, dans le monde comme au Togo, est en fête ce 9 octobre. À Lomé, c'est la ministre des Postes et de l'économie numérique qui a mis sous les feux des projecteurs le siège de la poste Lomé-Tokoin. Occasion pour Madame Sina Lawson de redécouvrir et apprécier les prestations de ce service à l'ère du tout numérique avec le thème des 3 I. Innovation, inclusion et intégration. Robert Potogbe et Edem Susukpo nous en disent plus. Poste togolaise à l'ère des 3 I. Innovation, inclusion et intégration. L'édition 2015 de la Journée mondiale de la Poste offre l'occasion à la ministre Sina Lawson des Postes et de l'économie numérique de visiter les structures de la Poste de Tokoin, le cyber et le centre d'appel. Oui, donne-moi. Oui, donne-moi. Parce que je passe en côté. Tu attends d'abord. Un instant. Oui, il y a un problème. On a même fait le message sur Zimbra. Pour le moment, nous attendons parce que c'est général. Ce que la Poste fait et que je trouve extrêmement innovant, c'est qu'à chaque transaction, lors de chaque transaction, on reçoit un SMS pour vous dire que vous avez fait une transaction financière. Et ça permet au client d'être toujours au courant des activités qui se déroulent sur son compte et aussi d'être informé lorsque vous recevez de l'argent que vous pouvez retirer dans n'importe quelle agence. Donc je trouve que c'est bien. L'autre chose qui est vraiment une action que la Poste fait en faveur de nos populations, notamment les populations qui sont dans les coins les plus reculés, c'est la mise en place de ce qu'ils ont appelé des points postaux. Ce sont des points dans les villages reculés qui sont gérés par la collectivité. Ça permet de responsabiliser la collectivité, la communauté et en même temps d'apporter des services postaux là où il n'y en aurait pas. Je trouve que la troisième chose que la Poste fait, notamment en matière d'intégration, que ce soit au niveau donc régional, c'est le déploiement en fait sur le territoire national de postes mobiles. Ces postes-là sont présentes les jours de marché, donc c'est extrêmement bien. Aujourd'hui, si vous êtes par exemple en France, en Allemagne ou même au Japon et que vous envoyez un colis au Togo, dès le départ du colis de la Poste au Japon, le Togo reçoit une notification qu'il va recevoir un colis contenant tel et tel produit. Donc ça permet vraiment une transparence et une traçabilité qui est extraordinaire. Et ce que la Poste disait aussi, c'est qu'ils sont en train de travailler avec le service des douanes pour que le service des douanes soit aussi informé et puisse à son tour régler les questions qui sont liées au dédouanement. Ici, au bureau de poste de Tokoin, il existe plus de 600 boîtes postales pour répondre aux attentes de la clientèle. Pour la Poste mobile, elle couvre pour l'heure 2 régions, maritimes et centrales. Pour être plus près du client, on a eu plusieurs idées sont venues. Donc on s'est dit qu'on allait tenter dans certaines régions pour pouvoir tester. C'était des projets pilotes. Maintenant, il se trouve que ces projets pilotes sont extrêmement concluants. Donc à court moyen terme, nous allons l'étendre à l'ensemble des régions du Togo. L'innovation, l'inclusion et l'intégration sont considérés comme les principaux facteurs de succès pour l'avenir de la Poste. Le Togo dispose de 80 bureaux de poste avec 13 points en franchise.
Et c'est également ce vendredi qu'est honoré le volontariat français. Et le sujet étant d'actualité, c'est l'engagement des volontaires dans la lutte contre les changements climatiques qui était au cœur de la célébration de la journée à l'Institut français de Lomé. Et c'était en présence de la ministre Victoire Toméga-Dobé de la jeunesse. Le compte rendu avec Esther Laclé. Le Togo attire un nombre croissant de jeunes désireux d'y séjourner pour quelques semaines, voire plusieurs années dans le contexte du volontariat international. En ce sens, les volontaires français s'illustrent particulièrement à travers leurs actions. À l'heure où les enjeux climatiques alimentent le débat partout et particulièrement en France, pays qui accueille dans quelques semaines la COP21, la journée du volontariat français au Togo est célébrée autour de l'engagement sur la problématique des changements climatiques. C'est des gens généreux, des jeunes qui viennent donner un moment de leur vie au Togo. Et je crois que ça rejoint des valeurs essentielles, c'est la solidarité et le partage. Beaucoup d'entre eux font un travail de proximité en faveur de la résolution des questions liées au changement climatique. Autrement dit, il y a beaucoup de micro-projets dont s'occupent ces volontaires, qui sont des micro-projets qui vont donner corps à la grande ambition de faire du développement durable, c'est-à-dire du développement et de la croissance sobre en carbone. 2000 à 3000 volontaires français franchissent les frontières togolaises chaque année. Cette terre d'accueil accorde tout un intérêt aux activités menées au cours de ces missions. Le but, c'est de promouvoir le volontariat à l'international. On met des volontaires dans tous les développements, que ce soit au niveau de la santé, l'agriculture, le développement local, l'appui à la décentralisation, l'appui aux coopérations décentralisées. Vous savez, ce type de coopération qui existe entre le Nord et le Sud au niveau local, au niveau des collectivités. Donc on est vraiment sur des champs assez larges, tout ce qui touche le développement à la base. Victoire Toméga-Dobé a salué les actions des volontaires français au Togo et a encouragé le partenariat entre les deux pays. Nous allons assister ce mois d'octobre à l'envoi des 4 premiers volontaires nationaux qui iront faire cette expérience du service, du partage et de la solidarité. Donc voilà ce que nous célébrons aujourd'hui, un partenariat fructueux, très actif, qui engage aussi bien les volontaires togolais que français, mais qui apporte un mieux-être dans les communautés de notre pays. Au programme de cette journée, du vernissage, de la musique, du slam, de l'humour, de la danse, du théâtre et divers jeux. Instituée en 2009, France Volontaire existe dans 24 pays et est présent au Togo depuis 2010. Et les volontaires français comme nationaux postulent donc dans tous les secteurs d'activité. Et ce soir, nous vous parlerons de celui de l'agriculture. Comment donc valoriser le monde agricole qui se trouve être de plus en plus un secteur à fort potentiel d'emploi? Les autorités togolaises ont pris la mesure du sujet en élaborant le projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural pour créer justement de l'emploi chez les jeunes et lutter ainsi contre la pauvreté. Les ambitions de ce projet, c'est dans le dossier de cette édition, il est signé Pierre Soussoupa. Sur ces dernières années, des actions pour créer des conditions favorables à la création d'emplois et au développement de la petite entreprise en faveur des jeunes ont été significatives avec des conséquences démesurées. Mais au-delà, un constat se dégage. Le chômage et le sous-emploi restent des défis à relever, surtout en milieu rural. Signe que la problématique de l'emploi demeure actuelle et nécessite de nouvelles orientations. Parmi celles-ci, le recours au secteur agricole comme source de création d'emplois durables et le projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural élaboré par le gouvernement se propose de contribuer à la transformation progressive et durable de l'économie rurale togolaise. Il est prévu que 1800 micro-entreprises vont être créées, dont 1100 pour les jeunes et un certain nombre de coopératives. L'impact va aller au-delà de 280 000 personnes. Donc c'est dire que ces ressources et tout l'appui technique qui va être donné va permettre de donner un impact assez important. Parce que si on appuie les jeunes et les moins jeunes dans l'entrepreneuriat, c'est là où on peut avoir des solutions. Le développement du secteur des micro et petites entreprises rurales, une réponse dans l'amorce d'une transformation réussie du milieu rural.
bien évidemment en favorisant le développement des activités économiques rentables, compétitives, attrayantes et qui intéressent surtout les jeunes. Si nous trouvons l'intelligence pour orienter nos jeunes, à la fois dans l'entrepreneuriat rural, mais aussi tout le monde ne veut pas être entrepreneur, et pour avoir des emplois de qualité, notamment par exemple machinisme agricole, etc. Donc on aura un cercle vertueux qui permet d'adresser et la question de l'emploi direct, salarié, mais aussi de l'entrepreneuriat rural jusqu'à l'exportation. Donc c'est là où on peut conclure que le secteur agricole ou l'agro-industrie donne plus de réponses potentiellement que l'ensemble de l'économie. Et d'ailleurs, quand on va démarrer la décentralisation, je pense que c'est sur ces emplois ruraux de qualité qu'il faut miser, de même que les emplois liés à l'environnement, à l'agroforesterie. Pour donner une chance de réussite à ces initiatives, on anticipe déjà sur les difficultés, celles surtout relatives aux possibilités de financement adaptées aux micro et petites entreprises rurales par les institutions de financement. Aujourd'hui, on peut dire que la question de financement est une question provisoire. Les dispositifs d'emploi des jeunes au niveau du FAEJ et également un certain nombre de fonds placés auprès des banques ne permettent pas de donner une réponse hardie. C'est vrai, les banquiers traditionnels n'ont pas l'habitude de financer ce risque. Pour moi, la question de l'argent n'est plus une question rédhibitoire. Donc ce projet national d'entrepreneuriat rural met 20 milliards sur la table. Il faut vite le consommer, de façon à ce que le succès amène d'autres fonds. On peut d'emblée dire que ce n'est plus un problème d'argent aujourd'hui. C'est tout l'accompagnement qui va être donné, et techniquement, est-ce que les organes publics et les cabinets privés sont prêts? Ça, on peut le régler. Mais nous avons une difficulté terrible. C'est la qualité de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, il est difficile de trouver même des ouvriers agricoles dans toutes les zones du pays. Les jeunes sont plus enclins à aller vers les secteurs sociaux et les secteurs industriels. Nous avons donc à travailler sur ce volet. Et le gouvernement, déjà avec la coopération allemande, va appuyer l'INFA de Tové pour être capable de pouvoir délivrer des formations pour 2 ou 3 filières clés. Notamment la filière rizicole, pour des questions d'autonomie alimentaire et d'opportunités d'exportation. Il faut être capable, depuis la semence jusque sur le marché, d'avoir des techniciens capables de gérer cette filière. Donc, l'INFA de Tové doit être renforcé dans les curricula moyens pour le faire. La même chose sur la filière aquacole. Le management des entreprises rurales s'impose alors pour susciter la qualité de la main-d'œuvre, jusque-là une entrave aux tentatives de financement. Droit des enfants à une identité et éduquer autrement, phase 2. Sont les nouveaux outils de promotion du droit de l'enfant au Togo. Une initiative pilotée par le gouvernement togolais et ses partenaires que sont entre autres l'ONG Born Fonden pour permettre à ces êtres fragiles de disposer de pièces d'identité et surtout de ne plus être victimes de sévices dans leur milieu d'éducation et d'apprentissage. L'analyse de ces deux projets avec Victorine Aïssa et Christine Pétier-Kialodé. Le droit à une identité, le premier des droits qui sont reconnus à l'enfant pour sa protection. Les instruments juridiques internationaux et nationaux comme la CDE, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, le Code de l'enfant garantissent ce droit dès la naissance. Malgré l'arsenal juridique mis en place, des centaines d'enfants seraient aujourd'hui privés d'une existence légale. Aujourd'hui, si vous allez voir, avant qu'un enfant va avoir la naissance dans un village, il faut qu'il arrive au CM2. Il veut passer le certificat. C'est le temps là qu'on presse. Mais ce n'est même pas lui, c'est le directeur qui les convoque avec nous, notre effort. On les force à faire la naissance à l'enfant. C'est vraiment l'acte fondamental par rapport à un enfant. Et ça lui permet de poser beaucoup d'actes dans son pays. Non seulement à l'école, dans la famille, mais plus tard, s'il n'est pas reconnu à travers cet acte qui permet de le reconnaître, comment il peut contribuer au développement de son pays. Ça l'expose beaucoup à toute forme de violence, d'exploitation.
L'analyse du système d'enregistrement des naissances a fait ressortir des difficultés liées à la méconnaissance de la loi relative à l'organisation de l'état civil et aux erreurs de remplissage des registres. Des mesures correctives sont mises en œuvre par le gouvernement, soutenues dans cette démarche par l'ONG Bonfonden à travers le projet Droit des enfants à une identité. 35 cantons et communes des préfectures de Bassar, d'Oufelgou et Haro sont concernés. Lorsque certains parents prennent l'attestation de naissance au centre de santé, pour eux, c'est l'acte de naissance. Et ils ne continuent plus le processus. Et le jour où on leur demande à l'école d'amener l'acte de naissance, ils sortent avec l'attestation de naissance qui a été remise au centre de santé. Ça veut dire qu'il y a un travail de fond à faire. Le terrain a montré réellement qu'il y a un grand problème en termes d'acte de naissance de qualité. Donc nous allons travailler à ce que cette société civile-là accompagne Bonfonden à aller vers une réclamation d'un service d'acte de naissance de qualité. Et ceci ne pourra que soutenir justement les deux premières orientations que sont la mobilisation, l'éveil à la base pour que les communautés elles-mêmes la comprennent qu'elles ont des droits, mais aussi qu'elles ont des responsabilités à assumer autour de cette question d'acte de naissance. Parallèlement à ce projet, la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous a lancé la phase 2 du projet Éduquer autrement. Il a pour objectif de réduire les violences faites aux enfants et aux jeunes dans leur milieu d'éducation et d'apprentissage. Et l'effectivité de ces projets et de tant d'autres en faveur de la protection sociale nécessite d'importantes ressources, surtout financières. Et c'est justement à l'école de la programmation budgétaire et de la mobilisation des ressources que sont allés cette semaine les membres du Comité national pour la promotion de la protection sociale. Des précisions avec Esther Laclé. L'un des défis dans la mise en œuvre des politiques et stratégies de protection sociale est le financement durable des prestations. Le financement durable passe impérativement par la mobilisation permanente des ressources financières sur la base d'un plan. La présente session a eu le mérite de doter les membres du Comité national pour la promotion de la protection sociale, CNPPS, de cette capacité de mobilisation de ressources. Nous avions mieux pénétré comment est-ce que le budget au niveau de l'État togolais est élaboré, le cadre budgétaire, les réformes, le cadrage, comment est-ce que cela se fait, comment au niveau de l'État les postes budgétaires sont attribués. On a pu donc analyser, voir un peu les pourcentages qui sont attribués donc aux services sociaux au niveau du budget de l'État togolais pour qu'en tant que comité, nous puissions réellement faire des propositions constructives à l'État togolais. Si les ressources sont davantage mobilisées, ça permettra donc de développer des mécanismes au profit des groupes vulnérables, c'est-à-dire des groupes qui ne peuvent pas contribuer afin d'accéder donc à certaines prestations de la protection sociale, notamment la prestation liée à la couverture de soins de santé. 25 personnes ont pris part à cette formation assurée par le Centre autonome d'études et de renforcement de capacité CADERT. Nous espérons donc qu'à l'issue de cette formation, les membres du CNPPS pourront mener les actions idoines auprès des personnes qu'il faut pour que d'ici, dans le futur proche, le secteur de la protection sociale puisse réellement disposer des financements requis pour répondre aux besoins. La rencontre a duré 3 jours. Elle a reçu l'appui financier de l'UNICEF. Je vous le disais en titre, les apprentis conducteurs au Togo passent désormais un nouveau type de concours pour l'obtention du permis de conduire, et ce depuis le 26 septembre dernier. Un nouvel examen qui comprend les phases théoriques et pratiques. Les candidats admis donc pour la phase pratique sont connus depuis cet après-midi. La liste avec Gérard Lagoudou et Antoinette Romao. On va voir. Après les épreuves d'examen pour l'obtention du permis de conduire, les résultats sont proclamés. Sur les 3685 candidats, toutes catégories confondues, 1541 ont été déclarés admissibles. Cela s'est fait en salle, sur la base d'un logiciel qui a 930 questions et qui, devant les candidats, foisonne un sujet de 20 questions et où des propositions sont
faite également aux candidats dans la salle et il fallait cocher dans les cases correspondantes. Vu que c'est un début, la décision a été prise par la hiérarchie de prendre 12 cette fois-ci. Et comme ça, par après, lorsque à tous les niveaux on va améliorer, et nous allons pouvoir évoluer. Ils sont donc aptes à concourir pour la deuxième phase qui est l'étape de la pratique qui commencera le mercredi prochain. Et pour ça, il y a la conduite, cette fois-ci la conduite hors circulation et la conduite en agglomération. Donc, juste pour tester les compétences et les aptitudes de l'apprenant et comment il fait les manœuvres, ça c'est les hors circulation et tout, et en circulation, c'est-à-dire en agglomération, comment il tient la route et il respecte les signalisations, etc. Là-bas, il faut avoir 12 sur 20 pour être déclaré définitivement admis à l'issue de ce processus en 2 phases. D'ores et déjà, les candidats peuvent consulter les résultats affichés à la direction des transports routiers et ferroviaires. Un appel est lancé à l'adhésion des responsables des auto-écoles à ce nouveau système de délivrance du permis de conduire. Ils sont conviés à plus d'applications dans l'enseignement de la conduite, la maîtrise du code de la route pour ainsi relever le niveau de la sécurité routière et éviter les accidents sur les routes. Pour ce test du nouveau format de permis, des manquements ont été relevés. Ils seront corrigés avant les prochains examens. Démarrage officiel de la semaine de l'architecte ce vendredi. Une occasion pour ces professionnels de la construction et de l'urbanisme de mieux se faire connaître du public. C'est une initiative de l'Ordre national des architectes du Togo, ONAT, vieux cette année de 25 ans. Et nous reviendrons donc plus en détail sur ce début de la semaine de l'architecte dans nos prochaines éditions. Et du côté de Kara, ce sont les journées portes ouvertes du ministère en charge de l'urbanisme qui se poursuivent avec également le démarrage des activités de l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, ANASAP. De Kara, la correspondance de Nestor Mozo. L'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique a été créée le 12 décembre 2013. L'ANASAP a démarré ses opérations il y a seulement 4 mois. Mais c'est à partir des journées portes ouvertes du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du cadre de vie qu'elle a choisi de lancer officiellement ses activités. En organisant cette conférence de presse, l'ANASAP a voulu se faire mieux connaître. L'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique a plusieurs missions. Mais ces missions peuvent être regroupées en 4 points. Il s'agit de la coordination des activités dans le domaine de la salubrité et de l'assainissement, contrôle de toutes les interventions dans la filière, des interventions sur le terrain, dans la mesure où nous avons nous-mêmes nos propres équipes qui vont actuellement sur le terrain pour travailler, et surtout de la sensibilisation. C'est grâce à la sensibilisation, c'est grâce à la communication que nous pourrons amener nos populations à un changement de comportement. À la veille de la conférence de presse, l'ANASAP a mené une opération de salubrité publique avec des groupes organisés à travers la ville de Kara. L'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique est une jeune agence voulue par le gouvernement pour venir en appui aux efforts des collectivités locales, efforts que je loue ici, aux efforts donc des collectivités locales pour plus de résultats sur le terrain. L'agence a pour but essentiel d'instaurer un cadre de vie de meilleure qualité, favorable au bien-être et à l'épanouissement des populations sur toute l'étendue du territoire national. L'ANASAP est placée sous la tutelle des ministères de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie et de celui de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Elle est dotée d'un conseil d'administration, d'une direction générale, d'une commission technique, d'une brigade de salubrité et d'un conseil de surveillance. Hors du Togo, le prix Nobel de la paix a été attribué ce vendredi. Les noms d'Angela Merkel, la chancelière allemande, et même du pape circulaient, mais la surprise a été totale du côté de la Tunisie. Le prix Nobel 2015 a récompensé 4 organisations tunisiennes qui ont soutenu et participé au dialogue national entre les islamistes et les laïcs pour éviter l'échec de la transition démocratique. Regardez.
Tout le monde de court ce matin. Le comité norvégien du prix Nobel a décidé que le prix Nobel 2015 est attribué au quartet du dialogue national tunisien pour sa contribution décisive dans la construction d'une démocratie pluraliste en Tunisie. Le 25 juillet 2013, la Tunisie apprend avec stupeur l'assassinat de cet homme, Mohamed Brahmi, une figure politique de la gauche tunisienne abattue devant son domicile. L'annonce de sa mort déclenche une vague de colère sans précédent depuis le début de la révolution. Le pays est divisé comme jamais, la révolution menacée, l'impasse politique totale. C'est à ce moment-là que le quartet se met en place. Il réunit des syndicats, des avocats et la Ligue des droits de l'homme tunisienne. Le quartet a permis de remettre tous les acteurs politiques autour d'une même table, de faire adopter une nouvelle constitution tunisienne, de maintenir en vie la démocratie. Cette décision du Nobel intervient alors que la Tunisie vient d'être frappée par 2 actes sanglants contre le musée du Bardo en mars et contre un complexe hôtelier à Sousse en juin dernier. De quoi ébranler l'économie et la stabilité du pays tout entier. À retenir également dans l'actualité de ce vendredi, cette attaque à l'arme lourde d'un camp de la gendarmerie burkinabé près de la frontière avec le Mali. 3 gendarmes et l'un des assaillants ont été tués selon le ministère de la Défense et un témoin évoquerait une attaque djihadiste. Et en Côte d'Ivoire, c'est ce vendredi que débute la campagne électorale pour la présidentielle du 25 octobre prochain. Un scrutin jugé crucial pour la stabilité du pays après la crise post-électorale de 2010. Et 10 candidats sont en lice, dont le président sortant Alassane Ouattara. Et retour en page nationale, chaque 9 mois, le personnel de l'Office togolais des recettes OTR évalue les performances de l'Office en vue de recadrer les programmes exécutés et définir de nouvelles orientations pour les 3 prochains mois. Et les travaux de cette réunion d'auto-évaluation se sont achevés ce vendredi du côté de l'Agora Senghor. Le compte rendu avec Arnaud Kilip. C'est un exercice d'auto-évaluation qui a permis au personnel de l'Office togolais des recettes d'apprécier l'efficacité des programmes mis en œuvre et leur rendement. Pour insuffler un nouveau dynamisme à l'OTR, Henri Gapéry et son staff ont décliné des plans de travail pour les divisions et sections dans le but de maximiser la collecte des taxes et impôts pour les besoins de l'État. The objective is to make sure that everybody is working from the same page. L'objectif principal, c'est de s'assurer que nous travaillons sur la même page et pour les mêmes objectifs. Donc, pour ce séminaire, on s'est concentré sur une revue de nos performances sur les 9 derniers mois, et performances qui sont d'ailleurs très positives. Et nous avons essentiellement programmé pour les 3 prochains mois jusqu'à la fin de l'année. Nous avons également discuté de nos programmations pour l'année 2016. Provisions for the remaining 3 months before the year ends. Les performances de l'OTR sont en progression et les défis de plus en plus nombreux. Mainly we talked about the fraud. On s'est concentré également sur les défis qui nous font face et notamment au niveau des hydrocarbures où le gouvernement met beaucoup d'efforts pour que les recettes au niveau des hydrocarbures puissent être à la hauteur de nos prévisions pour cette année. L'Office togolais des recettes, OTR, reste dans la dynamique de modernité pour offrir un service de qualité aux opérateurs économiques. Et ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise, notamment du côté de Azam dans la ville. Au revoir.